Une radio, une ligne, une vision, une équipe, une émission. Kamitmag. Le magazine quotidien de l'Afrique sur radio Cheikh Anta Diop 101.1 FM. Kamitmag. L'alternative. Des révélations sur l'histoire et le destin de l'Afrique révélées par les panafricanistes. Bonjour messieurs, bonjour mesdames, merci d'être au rendez-vous de Kamitmag. Kamitmag, votre magazine spécialisé dans l'analyse des problématiques africaines, du commentaire de l'actualité. Tout ceci dans l'optique, bien entendu, de participer à la lutte pour la renaissance africaine. Gassam s'occupe de la mise en onde, de Kofi de la réalisation. Nos consultants permanents, bien sûr, à disposition pour des éclairages divers et s'il faut pour présenter. Voici le sommaire de cette édition. Une révolution est un changement, un bouleversement important et brusque dans la vie d'une société. Cette mutation qui peut être politique, économique, culturelle, morale, scientifique ou autre chose. Les révolutions sont nécessaires au redressement des ordres statiques et injustes. Les révolutions sont le socle impératif de la détermination de nouveaux paradigmes, de nouveaux projets de vie, de nouvelles civilisations. L'histoire la plus enseignée présente les révolutions comme ayant presque toujours été violentes. La révolution aux États-Unis, la révolution en France, la révolution à Haïti reste peu connue et peu enseignée. Les révolutions non violentes, absolument, des transformations sont possibles sans effusion de sang. Des mouvements non violents de l'histoire. Nous parlons cette semaine dans une série d'alternatives. Et qu'est-ce qui fonde les mouvements non violents? Quels en sont les principes, les modes d'organisation, les méthodes, les techniques, les chances de succès? Et quelles sont les figures les plus emblématiques de l'histoire de la révolution non violente? Analyse avec l'un de nos consultants permanents, Taïu Kamge, diopiste, fondateur de l'Institut des Beaux-Arts Cheikh Anta Diop et de la radio qui porte le même nom illustre de son maître. Nous vous proposons un extrait d'un documentaire intitulé La mort pour la paix qui ressort du combat de Mahatma Gandhi, le chancre de la lutte non violente en Inde et dont l'œuvre a énervé le monde entier. Voilà donc pour l'alternative. Voici, c'était le sommaire de votre magazine. Restez câblés. Yeah, yeah, oh yeah. Voilà, c'est Annie-Flore Batililis, on va dire la fille du père, artistiquement parlant, de Pierre Akindengue, et ça ne peut que donner quelque chose d'impressionnant, d'époustouflant. Non à la violence, c'est le message porté dans ce titre. Et c'est sur ce qu'on vous accueille. Taïu Kamge, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour à vous, bonjour aux auditeurs et auditrices qui sont très nombreux à nous écouter. Comment allez-vous? Relativement bien, enfin bien, je sais pas, mais comme le Cameroun, quoi. C'est le matin c'est bon, le soir c'est mauvais. Il y a des variations. Les poches sont drastiquement vides. Drastiquement. Oui, elles sont drastiquement vides. C'est que on s'interroge, quoi, on se pose la question. On espère que c'est une caricature. Hein. Je sais pas si c'est parce que c'est la fin de l'année budgétaire ou c'est parce que je sais pas, mais quand vous regardez les Camerounais, vous regardez. C'est un peu chaud. C'est c'est très chaud comme on dit au quartier. Vraiment, à la limite, on n'est pas sûr que, je sais pas, moi, je me disais qu'au lendemain des élections, quel que soit le candidat qui sera arrivé, il y aurait une implosion, il y aurait un détachement, je veux dire, une remise en confiance des éléments, pour quelque chose qui allait se propulser, un événement, quoi. Parce qu'en général, un président arrive avec une nouvelle, l'élection amène une nouvelle énergie, d'un nouveau dynamisme économique. Mais là, jusqu'à présent, j'attends. Est-ce que c'est parce qu'il faut les hommes d'affaires attendre? Qu'est-ce qu'ils attendent? Il faudrait qu'ils fassent ce qu'il faut, quoi. Parce que si on a élu quelqu'un à 77%, ça veut dire qu'on est très content. Et donc, autant en tant qu'homme d'affaires, ne pas commencer à mettre des billes sur le marché pour que les choses avancent. D'accord, pour que tout le monde puisse respirer à son niveau. Oui, ça vraiment la respiration. D'accord, Taïu Kamge, je vous invite à nous introduire dans la première articulation de ce magazine. Voici l'alternative. Kamitmag, l'alternative. Alors,
cette semaine, on parle donc des mouvements ou des revendications non violentes, c'est-à-dire des sortes de volonté de changement avec des procédés qui n'emportent pas, on va le dire, des actions qui se présenteraient comme étant violentes. Alors, il vaut mieux d'abord, vous voyez comment je suis en train de planer là, avec des concepts, donc autant mieux d'abord les préciser, ces concepts-là. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on met à Ukamge dans un mouvement non violent? En fait, la non-violence est un mouvement de revendication politique dont l'enjeu est de changer les choses ou de changer la règle du jeu, n'est-ce pas, en utilisant les moyens précisément non violents. Parce que vous savez que pour changer pour changer sur le terrain politique, vous avez deux possibilités. Vous avez soit vous utilisez la guerre, n'est-ce pas, vous utilisez la violence pour vous faire accepter, votre point de vue, soit vous passez vous allez par la négociation et même dans le cas de la négociation, il y a une dimension qu'on dirait purement non violente. Ça veut dire que quand on parle de non-violence, certes, c'est une revendication politique, mais dont l'objet est d'abord éthique et philosophique. Donc c'est d'abord, on revendique d'abord la justice. On ne revendique pas la loi, on revendique la justice, on revendique la vérité, n'est-ce pas, qui est différente d'une revendication ordinaire de dire, bon, moi je veux plus de macabo, je veux plus dans le cadre d'un syndicat. Là, on revendique, ça a d'abord une dimension éthique, n'est-ce pas, une dimension philosophique, j'allais dire une dimension éthérée. Et à cette dimension-là, bien entendu, dans le cadre de la pratique de cette dimension-là, c'est d'abord idéal. Voilà, idéal. On s'abstient d'avoir, dans le cadre de cette démarche-là, on s'en tient, certes, bien entendu, d'utiliser la violence, même la violence, non pas simplement physique, même la violence, mais aussi dans la violence dans les propos, n'est-ce pas? On s'abstient de ça. Moral. Et c'est moral. Par contre, on s'abstient de la violence sur quelqu'un d'autre. Vis-à-vis de l'autre. Vis-à-vis de l'autre. Pas extérieur. Voilà. Par contre, la violence, on la dirige ou on l'utilise sur nous-mêmes. D'accord. Ça veut dire que une violence interne, c'est une violence sur soi. Sur soi. Ça veut dire que quand vous revendiquez quelque chose, on ne vous le donne pas. Vous pouvez utiliser les moyens qui sont, on va dire, les moyens de pression tels que la grève de la faim, n'est-ce pas, notamment la grève de la faim. Vous voyez bien que dans le cas de la grève de la faim, si vous avez, parce qu'au nom d'un idéal, bien entendu, vous mettez votre propre vie en jeu pour que l'autre en face comprenne effectivement. Donc vous utilisez la violence, mais cette fois-ci la violence est retournée contre vous. Et très souvent, c'est une manière de faire qui a pour conséquence de déstabiliser ou de dérouter, n'est-ce pas, l'adversaire. Parce que jusqu'à présent, dans le cadre, j'allais dire, du monde dans lequel nous vivons, judéo-chrétien, parce que c'est l'imposition, j'allais dire, c'est la grande maquette, n'est-ce pas, dans la partie laquelle les gens réfléchissent. L'organisation, ou au moins les rapports sociaux, se valident ou se sanctionnent par l'usage de la violence physique, très souvent par la guerre. Et vous verrez que, et peut-être on reviendra dessus, que les seuls pays où les hommes ne font pas la promotion de la non-violence, mais font la promotion de la violence pour régler les problèmes, c'est en Occident. Et donc, c'est donc en Occident, très souvent, qu'ils sont déstabilisés dès lors que quelqu'un utilise la non-violence. Parce qu'effectivement, leur logiciel, n'est-ce pas, est fait pour la guerre, pour résoudre les problèmes par la guerre et par le sang. Dès lors que vous changez de choses, n'est-ce pas, de paradigme, de faire. De manière de faire, très souvent, l'Occident se sent très mal à l'aise. Et tous les suppôts de l'Occident, n'est-ce pas, ou les autres pays qui vont reprendre cela, sont très souvent déstabilisés dès lors qu'un mouvement utilise la non-violence. Et donc, voilà à peu près ce qu'on peut dire là-dessus. On vous a écouté tout à l'heure définir la non-violence. Ce qu'on a également retenu, quelque part, c'est que c'est certes une inaction face à l'autre, c'est-à-dire une inaction extérieure, mais quand même une action intérieure, tournée contre soi-même. Et si on fait une sorte de données mathématiques, on se rend compte que ce que vous décrivez comme étant non-violent est quand même violent. Oui, pour soi-même, mais toujours violent. Oui, non, mais il n'en demeure pas moins que la violence, ce n'est pas contre l'autre. N'est-ce pas, l'usage que vous faites de la violence, c'est contre vous-même. Si vous faites une grève de la faim, par exemple, n'est-ce pas? C'est vous qui vous privez, c'est votre corps qui empathie. C'est votre corps qui empathie. Donc,
le principe de la non-violence, c'est d'éviter de l'utiliser contre l'autre et de le faire s'il y a nécessité, c'est contre sa propre personne. Et c'est d'utiliser la violence que l'autre produit, n'est-ce pas? Vous ne lui vous ne remettez pas, vous ne remboursez pas, comme on dit au quartier, la violence qui vous est faite, n'est-ce pas? Vous l'absorbez, donc vous absorbez à la fois la violence qui est produite sur vous par votre vis-à-vis et la violence que vous produisez sur vous-même, par vous-même, n'est-ce pas? Au nom toujours de l'idéal que vous êtes en train de poursuivre. Mais pour que ça soit véritablement un mouvement, dit-on, de non-violence, il faudrait avoir déclaré au préalable auprès des autorités, ne pas dire par exemple pour des raisons X et pour des raisons de moralité, j'ai décidé de ne pas, par exemple, n'est-ce pas, faire telle chose ou ne pas par exemple payer les impôts parce qu'effectivement en payant les impôts je participe, n'est-ce pas, à l'édification d'une règle juridique qui va contre la morale. Et si donc je participe en payant, donc moi aussi, n'est-ce pas, par le même entraînement, je cautionne et je participe à l'élaboration ou à l'édification d'une règle immorale. Puisque je ne veux pas le faire, je me coupe, donc je ne paye pas l'impôt et je m'attends à ce que, n'est-ce pas, la répression que vous allez exercer sur moi, je m'attends à la vivre ou à la subir sans jamais, n'est-ce pas, faire quoi que ce soit qui aille dans le sens de m'armer ou pour faire face à ce que vous faites. Je supporte les conséquences du fait que je me sois désolidarisé de la marche. Et donc ici, là, on revient un peu sur les problèmes de ce que c'est que l'État. Est-ce qu'un citoyen peut dire non à l'État ou est-ce qu'un groupe de personnes peut dire non à l'État? La norme, la règle établie. Oui ou non, mais... Parce qu'on voit bien que les États, dans les constitutions, dans les lois, ne consacrent pas toujours ce droit que certains présentent comme un droit de l'homme, qui voudrait qu'on résiste à l'oppression. C'est ce qui veut dire, à contrario, qu'on se soulève contre l'ordre établi. Oui. Alors, ce serait dangereux quand même pour la stabilité. Non, mais c'est une question éthique, c'est une question morale, mais une chose est sûre, vous ne pouvez pas non plus laisser un État injuste, n'est-ce pas, continuer à prospérer au prétexte qu'il le fait au nom de la loi, qu'il le fait à partir de la loi, parce que la loi peut être particulièrement injuste. Inique. Et est-ce que vous allez donc supporter une loi inique qui vous demande par exemple, ou qui vous soumet, ou qui vous met dans une situation où vous êtes obligé de tuer quelqu'un parce qu'on dit que c'est la loi? Non, vous êtes obligé à ce moment-là, au nom de l'intérêt supérieur de la vie et de votre propre vie, au nom de l'éthique et au nom de la morale, au nom de l'humanité, vous pouvez refuser, n'est-ce pas, que vous soit appliqué, ou tout au moins qu'on prenne de votre énergie pour dire que cette loi-là, n'est-ce pas, elle fait partie de la société. Dans la mesure où la morale est plutôt fluctuante, varie même en fonction des époques, il devient là très compliqué de fixer le seuil, c'est-à-dire de savoir à quel moment est-ce qu'on peut justifier ou alors peut être légitimé une résistance? Oui, non, mais quand je parle... Parce que ce serait subjectif en termes d'appréciation. Non, bien entendu. Mais il faut dire que la morale ici rejoint, très souvent, la morale et la vérité, n'est-ce pas, se rejoignent ici. Universelle. Et une chose est sûre, c'est que la vérité, quels que soient les cas, n'est-ce pas, quand quelqu'un vous parle de vérité, à moins d'être de mauvaise foi, il y a des vérités telles que vous ne pouvez pas ne pas être sensible, n'est-ce pas? Et donc, de ce point de vue-là, quand elle est érigée, tout le monde, cette norme-là, tout le monde la voit. Et tout le monde sait qu'il doit y avoir une jonction entre le droit et la droiture. À partir du moment où il y a le droit que vous imposez va à l'encontre de la droiture. Donc, le droit n'est pas droit. Le droit n'est pas droit. Ou justement, le droit est quelque chose. Vous voyez bien qu'à ce moment-là, se manifeste naturellement l'incomplétude de cette loi-là et se manifeste naturellement la volonté d'aller contre cette loi-là. C'est le principe. On s'arrêtera sur tous les aspects concernant les mouvements non violents ou la non-violence en soi. Nous arrêterons sur les fondements, sur son organisation, sur ses chances d'ailleurs, au regard même de l'histoire, et bien entendu sur certaines figures qui ont porté donc ces revendications. Et justement, parmi ces figures, il y a celui qui peut-être est le plus célèbre de la revendication non violente,
Mahatma Gandhi de l'Inde. Je vais proposer qu'on écoute un extrait qui revient sur son combat. C'est un extrait d'un documentaire. On écoute et on revient pour le commentaire. Gandhi, le père de la nation indienne, a toujours soulevé les passions de son vivant. On le considéra tour à tour comme un fanatique, un excentrique, un réactionnaire, un révolutionnaire, un saint, un agitateur, un messie, un homme à abattre. Il lutta toute sa vie contre la violence, mais il sera assassiné. Il voulut chasser les Anglais pacifiquement, mais l'Inde indépendante naquit dans un torrent de sang. Il mit son existence en danger pour faire cesser les massacres. Il prêcha toute sa vie la non-violence, et pourtant le 30 janvier 1948, une équipe de terroristes manipulée par un parti extrémiste lui tira 3 balles en plein cœur. En 1930, il se livrait à un journaliste américain. Si l'Angleterre n'accède pas à votre demande, êtes-vous prêt à retourner en prison? Je suis toujours prêt à retourner en prison. Seriez-vous prêt à mourir pour la cause de l'indépendance de l'Inde? C'est une mauvaise question. Nous avons retrouvé le frère de l'assassin de Gandhi. Il a passé 21 ans en prison, il a aujourd'hui 85 ans, mais n'a rien oublié. Je m'appelle Gopal Godse. Je suis le frère de Nathuram Godse. C'est lui, Nathuram Godse, qui a assassiné Gandhi, que l'on appelait alors le Mahatma. C'était en 1948. Je ne me repens pas d'avoir participé à cette action. On se disait, tant pis, si on va à 10 en prison, mais ne le laissons pas vivre. À Delhi, capitale de l'Inde, on trouve aujourd'hui plusieurs lieux dédiés à la mémoire de celui que le poète Tagore appela Mahatma, la grande âme. Le Samadhi, le lieu où, selon la tradition hindoue, son corps fut brûlé sur un bûcher de bois de santal. Le musée national Gandhi et la maison où il fut assassiné, elle aussi transformée en mémorial. Chaque jour, une foule de visiteurs envahit ces 3 lieux. Ils viennent du Bengale comme du Kerala, de l'Uttar Pradesh comme du Manipur. Riche ou pauvre, chaque citoyen indien se doit d'effectuer ce pèlerinage. On se croirait plutôt dans un temple que dans un musée, même si les murs présentent aux visiteurs les hauts faits de la géographie gandhienne. On se déchausse pour accéder à l'endroit même où Gandhi est tombé sous les balles de son assassin. Fresques, photos, objets personnels, carnets de notes, bâtons de marche, lettres manuscrites, vêtements tachés de sang. On conserve tout ce qui contribue au récit de la vie du père de la nation. Gandhi est né en 1869 dans une Inde où les Britanniques régnaient sans partage. Comme son père, il se destinait à servir le pouvoir en place. Sa famille était de caste Bania, une caste de commerçants industrieux du Gujarat, une région au nord-ouest de l'Inde. On le marie à 13 ans. Il aura 4 enfants de sa femme Kasturba. Il a 16 ans lorsque son père tombe gravement malade. La légende nous le présente en fils dévoué, rivé au chevet de son père. Gandhi pensait que c'était son devoir de veiller son père qui allait mourir. Et il voulait être auprès de lui quand il rendrait l'âme. Mais ce jour précisément, alors que son père entrait dans la phase terminale, il ressentit une forte attirance pour sa femme. Et il était en train de lui faire l'amour quand son père expira. De nombreux historiens qui s'intéressent à la vie de Gandhi ont le sentiment que c'est cela qui va déterminer l'attitude de Gandhi envers la sexualité et qui le conduira finalement à renoncer à toute relation sexuelle avec sa femme. Après de brillantes études de droit à Londres, Gandhi, devenu avocat, est appelé par des marchands de sa caste installés en Afrique du Sud. Il y restera 20 ans. Dans ses débuts, Gandhi, en Afrique du Sud, vivait comme un riche avocat. Il avait une vie aisée. Il n'avait pas encore changé en devenant l'ascète qu'il sera plus tard et qui portera des vêtements de paysan. Non, il s'habillait à l'occidental. Il vivait vraiment bien. C'est en Afrique du Sud qu'il est pour la première fois victime d'une injustice.
Un afrikaner raciste fait jeter du train cet Indien qui, sous prétexte qu'il possède un billet de première classe, ne veut pas rejoindre le wagon des coulis. C'est un autre homme qui va rentrer en Inde en 1915. L'avocat d'affaires est devenu un agitateur politique. Il a quitté à jamais la redingote pour adopter le dhoti, le vêtement du paysan indien. Pour renouer avec son pays, Gandhi y voyage en train, toujours en 3e classe. La suprématie britannique est maintenant ouvertement contestée. Il prend la parole dans chaque ville, dans chaque village. Gandhi parle de dignité, de justice, d'indépendance. Partout, les militants nationalistes organisent des autodafés où chacun vient brûler ses vêtements d'importation anglaise. Gandhi lance alors le mouvement de la charka, le rouet. Il demande à chacun de filer 200 yards de coton chaque jour pour boycotter les tissus fabriqués dans les filatures de Manchester ou de Liverpool. C'est devenu un symbole de l'engagement pour la cause nationaliste. Chaque matin, on sortait son rouet et on filait son fil de coton. Ils y étaient devenus très adroits. Il faut dire qu'ils y passaient des heures chaque jour. Gandhi considérait cela presque comme une pratique spirituelle. Il s'agissait de filer pour le salut de la nation. En 1930, Gandhi organise une marche de 3 semaines à travers l'Inde. 358 km pour atteindre la mer d'Oman et y ramasser une poignée de sel. Il brise ainsi symboliquement le monopole du commerce du sel que les Britanniques se sont arrogés depuis des siècles. Gandhi et ses partisans sont bien sûr arrêtés, mais celui que Churchill surnomme avec mépris le fakir à demi-nu a gagné. Ces images ont fait le tour du monde. Gandhi a un grand sens du symbole et de la communication de masse. Évidemment, c'est contradictoire, enfin c'est paradoxal pour un homme qui se veut d'abord un ascète, qui finalement ne vous parle que de renoncement et de salut avec un grand S, mais c'est un grand homme politique, c'est un grand communicant. Désobéissance civile et non-violence, ce sont les armes de Gandhi. Les Britanniques jouent du bâton, la répression est constante, souvent brutale, parfois sanglante. Et les prisons constamment pleines. Gandhi sera emprisonné 7 fois, en tout 4 ans, Nehru 8 fois, en tout 9 années. La lutte pour l'indépendance de l'Inde fut dirigée du début à la fin par le parti du Congrès. Gandhi en était l'âme. Nehru en sera le chef. Ces deux hommes se firent toujours une confiance aveugle, pourtant tout les opposait. Gandhi, le petit bourgeois de la caste des marchands, l'ascète vêtu de son seul dhoti. Nehru, le grand bourgeois brahmane qui porte beau et qui a le cœur à gauche. Nehru adhéra au socialisme dans les années 20 et Gandhi pouvait le tolérer parce qu'il était persuadé que fondamentalement, Nehru serait toujours loyal envers lui. Ainsi, on pourrait dire que Gandhi laissait du mou dans la corde pour que Nehru suive sa voie. Mais Gandhi ne lâchait jamais le bout de la corde. Il pouvait ainsi tirer Nehru à lui s'il trouvait qu'il s'éloignait vraiment trop. Et Nehru savait que c'était son intérêt de rester proche de Gandhi. Mais aussi il l'aimait vraiment. Le père de Nehru était mort en 1931. Et à de nombreux égards, Gandhi a pris pour Nehru la place de la figure paternelle. Et voilà pourquoi ils se sentaient vraiment très proches, malgré leurs différences. Ils étaient très différents, entre autres vis-à-vis de la religion. Nehru se proclamait ouvertement athée, fait rarissime en Inde. Gandhi, lui, était pétri de principes religieux. Chacun de ses meetings commençait par des prières. En Inde, l'hindouisme, la religion majoritaire, est omniprésente. Les préceptes hindous décident de chaque aspect de la vie, ils fondent la hiérarchie des castes. L'hindouisme fut toujours une religion tolérante qui ne pratiqua jamais le prosélytisme. La seconde religion de l'Inde est l'islam. D'immenses mosquées furent construites dans le nord du pays par les princes moghols qui favorisèrent la conversion d'hindous à l'islam. Les musulmans représentaient le quart de la population de l'Empire des Indes. Après la création du Pakistan, ils ne sont plus que 12%. Aujourd'hui, l'Inde, avec ses 120 millions de fidèles, est le 4e pays musulman du monde.
Musulmans et hindous vivaient en bonne intelligence, jusqu'à ce que l'appartenance religieuse devienne un enjeu politique. C'est dans les années 30 que la Ligue musulmane s'impose comme une force politique. Son but à court terme est de défendre les intérêts des musulmans indiens. Son rêve, à long terme, c'est au départ des Anglais de donner aux musulmans un pays à eux, le Pakistan, le pays des purs. À sa tête, Mohammed Ali Jinnah, qui connaissait Gandhi de longue date. Gandhi et Jinnah venaient tous les deux du Gujarat, tous deux parlaient le gujarati et tous les deux avaient fait leurs études de droit à Londres. Alors bien sûr, ils avaient beaucoup de choses en commun, mais malheureusement, ils furent 30 ans auparavant ouvertement en conflit, juste après que Gandhi ne rentre en Inde. En 1945, Gandhi décide de passer outre cet ancien différend. Il vient rencontrer Jinnah dans sa maison de Bombay. Ils se reverront plusieurs jours de suite et Gandhi essaiera sans relâche de faire renoncer Jinnah à son Pakistan. Il lui assure que les musulmans auront toute leur place dans une Inde laïque et démocratique. Il va même jusqu'à lui proposer le poste de Premier ministre du premier cabinet de l'Inde indépendant. Jinnah ne supporte pas l'affection, ou en tout cas les attentions de Gandhi, parce qu'il y voit, comme de nombreux musulmans, une tentative des hindous pour finalement englober les musulmans. Au nom de l'universalisme que Gandhi prétend incarner, Gandhi ne se veut pas hindou, il se veut indien, mais il l'est tellement de manière hindoue. Sa mise elle-même le montre. Il est le renonçant en politique, l'ascète en politique, hindou par excellence. Simla, station de montagne où les Anglais ont coutume de se réfugier pour fuir les chaleurs annonciatrices de la mousson. C'est là qu'en 1946, les états-majors de la Ligue musulmane et du Congrès se rencontrent. Un seul ordre du jour, après l'indépendance, comment vivre ensemble, le rêve de Gandhi. Les efforts diplomatiques de Nehru se brisent sur l'intransigeance de Jinnah. Après 3 semaines, on se sépare sans résultat. La conférence de Simla est un échec. Et Jinnah fera campagne en 1946 sur un thème unique. Le Congrès est un parti hindou avec un hindou à sa tête et s'il remporte les élections, c'est pour les musulmans la garantie d'une absorption, d'une domination, d'une hégémonie et c'est pour ça qu'il faut le Pakistan. Ainsi, en 1946, il décide de régler la question dans la rue. Avant cela, Jinnah avait toujours été un politicien respectueux de la loi, toujours loyal envers les Britanniques. Il ne s'était même jamais engagé dans les campagnes de désobéissance civile. Il n'avait jamais adopté ce genre de tactique comme Gandhi. Mais en 1946, il décide de régler ça dans la rue. Il va montrer la puissance des musulmans et il lance le jour de l'action directe. Le 15 août 1946, Jinnah donne le signal. Calcutta est mise à feu et à sang. 5000 morts, 20 000 blessés. En représailles, les hindous massacrent ailleurs des musulmans. De représailles en représailles, c'est toute l'Inde du Nord qui voit se succéder les tueries qui n'épargnent personne, ni les femmes, ni les enfants. Chez les hindous, il y a aussi des ultras. Ils déplorent que leur religion, dépourvue d'un clergé hiérarchisé, ne soit pas assez pugnace. La tolérance de l'hindouisme, pour eux une inexcusable mollesse, a permis à une poignée de Moghols puis d'Anglais d'asservir la multitude hindoue durant des siècles. La nation hindoue doit se ressaisir. Ces hommes doivent retrouver leur virilité. L'idée là est de réformer les hindous pour les muscler tant au moral qu'au physique. Des militants se réunissent dans chaque ville et village où il y a une antenne du mouvement, le matin, le soir, pour des séances de formation idéologique et d'entraînement physique, avec l'idée d'en découdre avec les musulmans, qui sont évidemment, là encore, l'ennemi. Les nationalistes hindous pourchassent les musulmans. Les extrémistes de la Ligue musulmane écharpent les hindous. Gandhi est horrifié. Il va jeûner à Calcutta, refusant de se nourrir tant que le sang coulera. Il ne peut se résoudre à abandonner son rêve d'une Inde où les deux communautés vivraient fraternellement. Et Gandhi regardait cela. Il essayait de faire de son mieux. Il se rendit au Bengale oriental. Il fit le tour du village où des musulmans avaient massacré des hindous.
et il parla aux musulmans. Il a vraiment mis sa vie en péril. Il n'avait aucune protection. Il se déplaçait à pied en essayant de persuader les musulmans qu'ils avaient tort de faire cela. Et alors qu'il marchait, des gens jetaient des morceaux de verre et des excréments sur le sentier. Sa réponse fut d'enlever les légères sandales qu'il avait coutume de porter, et il se mit à marcher pieds nus. Cela impressionna beaucoup les gens. Et j'aimerais établir un parallèle avec la tradition chrétienne de la crucifixion du Christ. Il souffre pour l'humanité. Il tourmente sa chair pour faire comprendre son message. Et alors il y a d'autres représailles des musulmans au Bengale oriental, là où ils sont majoritaires. Ils tombent sur les hindous pour les attaquer et en massacrer beaucoup, puis les hindous s'en prennent aux musulmans du Bihar, et ils font de même en Uttar Pradesh. Alors on voit au Pendjab les musulmans se venger en attaquant des Sikhs et en tuant énormément en mars 1947. C'est une véritable explosion et la situation devient vraiment incontrôlable. En janvier 1947, Lord Mountbatten, arrière-petit-fils de la reine Victoria, arrive à Delhi. Il sera le dernier vice-roi des Indes. Il vient liquider l'Empire. Il veut aller très vite. Entre Nehru et Jinnah, il organise la partition. Gandhi répétait sans fin, laissez l'Inde sombrer dans l'anarchie, mais pas de partition. Nous allons nous débrouiller après votre départ. Nous trouverons une solution. Mais les Britanniques ont répondu, nous ne partirons que quand vous aurez décidé du partage. Et voilà comment la partition est devenue inévitable. Elle serait d'un documentaire qui revient donc sur le combat non violent de Mahatma Gandhi de l'Inde. C'est tout un retour sur cette histoire. Il y a plein d'autres personnages sur lesquels on reviendra dans cette série sur les revendications non violentes. Taikange, vous avez écouté avec nous. On voit que en revenant sur l'origine même, le départ même du combat de Gandhi, il y a certaines règles, il y a certains principes qui semblent avoir guidé justement ce choix de la non-violence et comment dire et sous-tendu la continuité du combat jusqu'à la fin. Alors d'où la question, est-ce que pour chaque mouvement non violent, est-ce qu'on peut dire que pour chaque mouvement non violent il n'y a pas, je veux dire, une éclosion ex nihilo, il y a toujours une construction à la base? Oui, bien entendu, il y a toujours une construction, il y a un idéal, parce que n'oublions pas que le Gandhi, quand il parle du principe de la non-violence, qui va appeler Ashima, je crois, je ne sais pas bon dans ces langues-là, et qui envoie la non-violence, et l'autre concept qu'il va utiliser, c'est la Satagriya, quelque chose comme ça là, qui renvoie au fait d'aimer la vérité, de pratiquer, de ne pas aimer, mais de pratiquer la vérité. Et donc, la recherche est dans vous pratiquer, donc ça veut dire que vous êtes au niveau de la recherche des éléments qui vont vous permettre, n'est-ce pas, d'avoir une vie saine, d'une vie honnête et d'une vie juste. Parce qu'il est question, au-delà derrière la non-violence, d'avoir une vie juste, d'avoir une vie saine et d'être à la disposition des autres, n'est-ce pas, et de ne pas chercher le profit absolument au détriment des autres, mais d'être dans une situation de complémentarité, de partage, d'amitié et même d'harmonie. Et donc, de ce fait-là, si vous êtes dans cette disposition mentale, toute chose qui va à l'encontre de ces principes-là entre en confrontation avec vous. Et donc, si vous entrez en confrontation, Gandhi propose parce qu'au nom de l'idéal de la vérité de la justice et de la vérité de la justice, de ne surtout pas utiliser de la violence ni verbale ni physique contre l'ordre régnant ou contre l'absurdité qui s'attaque à vous. Et donc de ce point de vue, vous devez plutôt, au nom de cela, de ce principe-là, plutôt vous mortifier pour que l'autre comprenne
qu'effectivement, nous sommes là dans le cadre de la recherche de la vérité ultime. La vérité, c'est pas la vérité de 1 plus 1, non, non, c'est la vérité, c'est quelque chose d'un peu, j'allais dire d'un peu supérieur, mais de supérieur. C'est quelque chose qui appelle à l'intime, à la voix intérieure. Là, pratiquement, nous sommes déjà dans le cadre de la spiritualité. C'est d'élever son âme pour avoir une vie. Or, vous savez que très souvent, parce que nous sommes attachés à des, à des préoccupations matérielles, nous organisons l'État, n'est-ce pas? Et nous organisons l'État et les institutions à notre profit, donc au détriment des autres. Donc, c'est la raison pour laquelle Gandhi dit et s'oppose, vous avez bien vu dans le documentaire, il s'oppose aux musulmans qui vont ériger l'islam en moyen, j'allais dire, en ordre politique ou en moyen politique pour revendiquer. Revendiquent-ils parce qu'ils sont musulmans ou revendiquent-ils parce qu'une fois que l'Inde et le Pakistan vont se séparer, eux, ces premières personnes-là vont nécessairement devenir, vont devenir les personnes qui vont organiser le Pakistan. Les Indiens également, de leur côté, qui organisent et qui veulent la violence, qui veulent la séparation au nom de leurs propres idéaux, le font-ils parce qu'ils sont à la recherche de la vérité ou le font-ils parce que, une fois indépendants, ils seront en situation d'être les présidents ou d'avoir des strapontins ou d'avoir un bénéfice personnel. Et donc, voilà à peu près ce qu'ils ont fait. J'espère avoir répondu à votre question. On vous suit très bien. C'est une renonciation à soi pour servir les autres. C'est comme une sorte une nécessité peut-être d'un dépassement, d'une transcendance pour pouvoir négativer son instinct de survie. Parce que là, oui, parce qu'en fait, vous êtes dans la recherche pas dans la recherche pour vous, d'une fin pour vous, d'une fin profitable pour vous, mais dans la recherche d'une fin profitable pour l'humanité, profitable pour la société. Donc, de ce point de vue-là, il est pour que les autres comprennent que effectivement, vous avez renoncé, que l'enjeu à partir pour lequel vous vous battez est très important. Que cette vérité-là est très importante. La preuve, c'est que vous mettez votre propre vie en danger. Vous la mettez en risque. Et donc, du fait de mettre votre vie en risque, n'est-ce pas, devrait pousser légitimement les autres, ceux qui sont en face, de comprendre, n'est-ce pas, exactement la portée de votre action. Vous avez commencé à parler de religion, poussons un petit peu, vous avez parlé de l'islam. Dans le documentaire, quelqu'un essaie de faire un parallèle avec la religion chrétienne, avec le christianisme, en soulignant que Gandhi se met dans une position de dépouillement et de sacrifice pour les autres, en faisant le parallèle avec le Christ. Est-ce qu'on peut y voir un lien? Juste pour dire que je sais pas parce que je me vois arriver. Ou par conviction, quelqu'un veut absolument justifier sa religion. Que très souvent, et même dans les écrits, quand vous lisez vous parcourez un peu la biographie de Gandhi, très souvent on vous dit qu'il a été aussi inspiré par certains passages du Christ. Vous savez bien que l'une, sans pour autant contester, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais toujours est-il dit que l'une des démarches de l'Occident, n'est-ce pas, c'est de montrer que rien ne peut se faire sans elle et qu'elle a toujours il y a toujours un de ces éléments que les autres reprennent et c'est pour ça qu'ils sont meilleurs, n'est-ce pas? Or, quand vous voyez bien en Europe, bien que le Christ ait, ou nous aurait-on dit, fait l'apologie de la non-violence, comment se fait-il donc que l'Occident entier, n'est-ce pas, tout entier, n'ait jamais fait la promotion de la non-violence? Pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui vient d'ailleurs qui va venir prendre un élément dans le christianisme pour faire cette expression? Pourquoi est-ce que les chrétiens, dont les occidentaux, ne font pas l'apologie, n'est-ce pas, de cette valeur-là? Donc vous voyez donc que c'est un peu, je trouve ça souvent très suspect de se poser vis-à-vis de l'Occident qui essaie toujours de justifier que non. Mais la preuve, c'est que vous ne verrez jamais, parce que quand vous parlez de la non-violence, vous faites appel à la sagesse, vous faites appel à la vérité, vous faites appel à ce qui est ultime. Or, le christianisme ne fait pas appel à ce qui est ultime parce que ce sont les hommes qui ont décidé ou qui ont écrit le livre.
Et quand ils ont écrit, quand on voit bien les contradictions qu'il y a à l'intérieur de la Bible, on voit bien que c'est pas le divin le divin n'est pas contradictoire. Il ne peut pas dire une chose et dire le contraire. Dans le même enseignement, il ne peut pas dire de mettre des gens en esclavage et dans le même enseignement, il dit le contraire. Donc on voit bien que c'est une fabrication. Le christianisme est une fabrication humaine. Ça n'a rien à voir. Et c'est une fabrication humaine qui est mise à la disposition des hommes politiques ou à la disposition des politiques, puisque c'est Constantin qui l'a mis en premier, pour pouvoir assouvir leur fin. Le christianisme n'est pas à la recherche, n'a pas pour finalité la vérité. Il y a quelques passages, quelques mots, mais ce n'est pas la vocation, parce que si ça avait été la vocation du christianisme, il y a longtemps on aurait trouvé dans le cadre de la pratique du christianisme, on aurait trouvé plein de sages, plein de personnes, et même en Afrique, des gens qui vivraient cette manière ascétique-là au quotidien. Mais très souvent, vous ne le trouvez pas. Donc, je me dis que si quand vous prenez un médicament, c'est pour guérir. Si après avoir pris un médicament au bout de 2000 ans, on ne trouve pas les gens qui, de manière conséquente, si on trouve une ou deux ou trois personnes, c'est un hasard. C'est pas une vérité vraie. Mais si on trouve une très grande partie de la population qui vit selon ces principes-là et qui montre cet ascétisme-là, on peut l'attribuer à une religion, et on l'aurait notamment attribué au christianisme. Pour le moment, on voit qu'il y a très peu de personnes qui se distinguent par cette pratique-là. Alors, pour cette première édition de l'alternative sur cette série, on pose dans les bases des revendications non violentes. Alors, vous avez commencé à le dire tout à l'heure, Taïu Kamgé, très souvent, la réaction en face, on est souvent surpris par cette méthode-là, parce que vous parlez de l'Occident, qui a été, j'ai envie de dire, le principal... le principal interlocuteur des revendications non violentes, dont le camp d'en face. Et vous avez commencé à dire que l'Occident est très souvent déstabilisé parce que ça n'entre pas dans ses manières de faire. Est-ce que la réaction, justement, parce qu'on a vu que pour beaucoup de mouvements non violents, c'est parfois des échecs. Gandhi, par exemple, a été. Est-ce qu'on peut dire véritablement? Non, mais je veux dire la cause. Ont une quelconque efficacité. Non, la cause, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on peut toujours discuter sur les finalités, mais il faut dire que la cause pour laquelle ils se battaient était suffisamment juste. Globalement, c'était c'était d'abord le retour à la dignité humaine des Indiens, parce qu'effectivement, par le fait de la pratique, par le fait de l'Occident, ils avaient été dépravés. Et son engagement, c'était que les Indiens reviennent, n'est-ce pas, et retrouvent leur dignité. Quand vous regardez les Indiens aujourd'hui, ils ont retrouvé leur dignité. Mais ils ont retrouvé leur créativité. Je veux dire, est-ce que le prix à payer, je veux dire, il y a eu beaucoup de personnes qui sont quand même mortes. Oui, non, mais ça, ce n'est pas du fait. Ce n'est pas du fait de Gandhi. Heureusement qu'ils sont passés par leur voie. Cette voie-là, ça aurait été pire, n'est-ce pas, s'ils avaient utilisé les moyens de la force. N'oubliez pas que si c'est au jeu de la force, l'Occident a les moyens d'écraser le monde 1000 fois et de revenir et d'avoir encore de la marge. Donc si vous entrez face à l'Occident, vous utilisez la violence sur un terrain sur lequel elle est spécialisée, n'est-ce pas, elle a une avance prodigieuse, vous ne pouvez pas lutter avec l'Occident vis-à-vis de cela. Bon, maintenant, quelle est l'arme que vous avez pour pouvoir arriver à vos fins? Quelle est l'arme que vous avez, j'allais dire, dans les institutions occidentales, puisque que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon ou en Centrafrique, je ne sais pas où, partout dans le monde, très souvent, les pays ont repris en compte, n'est-ce pas, la manière de voir l'Occident, notamment la manière de voir l'État. Et donc, l'État en Occident, c'est quelqu'un qui utilise et qui fait foi dans la violence. Et il vous parle de la violence légitime. Donc, on ne vous parle pas du bonheur légitime, mais il vous parle nécessairement de la violence légitime, parce que pour lui, l'alpha et l'oméga, n'est-ce pas, de l'existence, c'est d'abord la violence. Donc, à partir du moment où ils érigent la violence comme système, n'est-ce pas, comme mode d'être, comme moyen de faire, vous ne pouvez pas, et en toutes les façons, ils ont une avance sur vous, vous ne pouvez pas les déstabiliser là-dessus. Maintenant, quelles sont les armes que vous avez qui correspondent à votre environnement culturel, qui correspondent à ce que vous êtes et que vous pouvez utiliser pour faire face à cet adversaire-là? Bien entendu, c'est la non-violence. Et justement, pas parce que vous la pratiquez, pas seulement parce que vous voulez la pratiquer, mais parce que elle relève de l'ordre de la vérité. Et quand vous le mettez en pratique, l'Occident très souvent est déstabilisé. Partout en Afrique où les opposants, où les personnes ont utilisé la non-violence comme méthode,
elles ont nécessairement déstabilisé les pouvoirs en place. Regardez, vous pouvez vous souvenir de ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec Mandela. À partir du moment où il avait changé sa posture, vous savez jusqu'à un certain moment, il était pro-militaire, je vais dire, pro la violence. À partir du moment où il a changé, l'Occident s'est senti n'a pas les instruments, n'est-ce pas, pour faire le contraire. Ça veut dire, c'est à la limite une guerre asymétrique sur le plan psychologique, parce que l'armée régulière et l'État sont prêts à affronter les gens face à face dans le cadre prêt à tirer. Mais en face, il n'y a personne qui tire. Voilà. Or, justement, la non-violence est pratiquement comme une guerre asymétrique. Vous ne vous déclarez pas, vous ne vous déclarez pas face à face, n'est-ce pas, mais vous revenez à, j'allais dire, une position de déstabilisation sur le plan psychologique, et à ce moment-là, l'État a plus de mal à faire face. Donc les États occidentaux et tous ceux qui ont pris leurs institutions ont du mal à faire face au mouvement non violent. C'est pour ça que Gandhi a pu libérer l'Inde. En Afrique du Sud, Mandela l'a fait. On parle même aux États-Unis avec Martin Luther King, n'est-ce pas? Je ne voulais pas parler des autres pays africains, mais très souvent, n'est-ce pas, toutes les personnes qui sont allées d'un point de vue de la non-violence sont arrivées à leur fin, même si elles n'étaient pas là toujours, mais elles sont arrivées à leur fin, parce qu'après tout, après elles, c'est la vie qui change fondamentalement. Ce n'est pas seulement une mesure de circonstancielle, mais c'est une mesure qui prend. Même si ces personnes non violentes finissent par être tuées très violemment. Oui, ça c'est bien entendu. C'est un constat qui revient. Voilà. Peut-être dernière question avant de vous lâcher complètement. En termes d'organisation, on y reviendra sans doute. Il faut une organisation, il faut des techniques particulières. Je veux dire, est-ce qu'il faut pouvoir entraîner une masse? Il faut préalablement, certainement, un endoctrinement de ceux qui vont faire corps. Pas un endoctrinement, il faut que les gens qui veulent participer à un mouvement non violent se soient suffisamment élevés à la compréhension de la vérité à laquelle... Donc il faut un endoctrinement. Non, c'est pas un endoctrinement. C'est pas un endoctrinement, ça veut dire qu'on on vous a dit de le faire, n'est-ce pas? Or, l'acte de la non-violence, c'est que vous-même, vous soyez convaincu. Ça veut dire que vous-même, vous avez décidé d'écouter la voix intérieure qui est la vôtre, qui est celle, et vous estimez que, n'est-ce pas, c'est celle de la vérité. À ce moment-là, si vous êtes suffisamment élevé par rapport à cela, si vous êtes suffisamment convaincu de cela, vous devez vous organiser. Vous organiser à protester, n'est-ce pas, à aller protester de manière, j'allais dire, honorable, face à la police, face à l'État ou face aux personnes qui vous oppriment. Et être sûr, pas être sûr, mais je veux dire que vous mettez dans la disposition où, quel que soit ce que la personne va faire en face, vous ne répondrez jamais. Donc ça veut dire que vous êtes suffisamment organisé, vous y allez. Si vous mourrez, si vous tombez au combat parce que l'adversaire pour le moment ne comprend pas, ceux qui vont venir après doivent continuer la même chose. Ça veut dire la même détermination. Ça veut dire une dimension, vous devez rester inflexible parce que vous battez pour la vérité. Or, quand vous battez pour la vérité, cette possibilité, n'est-ce pas, de mourir, n'est-ce pas, est inscrite dans la démarche. Si vous n'êtes pas capable d'inscrire la mort comme possibilité, comme moyen que vous donnez en échange pour parvenir à la vérité, à ce moment-là, ce n'est pas véritablement la non-violence que vous êtes en train de faire. C'est que vous êtes en train de faire autre chose, parce qu'effectivement, ça fait partie, n'est-ce pas, de la non-violence que d'accepter la possibilité de mourir, parce que mourir à ce moment-là n'est pas quelque chose de négatif en soi, puisque nous participons dans le cadre de la vérité. Et là maintenant ça fait appel à la réincarnation, à la philosophie indienne, n'est-ce pas? Une sorte de récompense dans notre vie. Voilà, la preuve c'est que Gandhi lui-même, il en est même avant, parce qu'il s'est toujours battu, n'est-ce pas, effectivement, pour que les gens ne perdent pas leur vie, mais quand bien même les gens perdent leur vie, il estimait que ça fait partie du combat, et c'est du combat pour la vérité, et la vérité malheureusement demande que parfois il y en a qui passent. Voilà. Taïu Kamge, merci beaucoup pour ces éclairages. On vous reçoit toujours demain sur la même question, mais dans un prolongement. Excellente journée. C'était l'alternative. Camille Max poursuit.